Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le chapitre de SES de Terminal. Quelles sont les caractéristiques et les facteurs de la mobilité sociale? Après avoir présenté qu'est-ce que justement la mobilité sociale, quelles sont les différentes formes de mobilité sociale et comment est-ce qu'elle est mesurée avec les types de mobilité, dans cette vidéo, on va justement voir que certes, les types de mobilité sont le principal indicateur de la mobilité sociale, mais qu'en fait, il y a un certain nombre de problèmes avec les tables de mobilité, que ça ne fournit pas une mesure unique et objective de la mobilité sociale. Et on va essayer de voir aussi quelques solutions pour dépasser ces limites, mais aussi voir que malgré tous ces problèmes, les tables de mobilité restent un outil utile et c'est pour ça qu'on continue d'utiliser. Un programme donc relativement chargé, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de faire une vidéo juste là-dessus. Et sans plus attendre, donc, c'est parti! Donc là, on vient de présenter ce qui est le principal outil de mesure de la mobilité sociale, les tables de mobilité sociale, donc table de mobilité brute, destinée, recrutement, voir comment est-ce qu'elle fonctionnait. Maintenant, même si c'est le principal outil pour mesurer la mobilité sociale, ce n'est pas un outil parfait, on va voir justement qu'il y a un certain nombre de problèmes et de limites. Le premier problème que l'on rencontre, c'est la difficulté à prendre en compte l'hétérogamie, c'est-à-dire la situation où les deux parents n'appartiennent pas à la même catégorie socio-professionnelle. Dans ce cas-là, on peut se demander par rapport à quels parents est-ce qu'il faut comparer la situation des enfants pour mesurer leur mobilité sociale. En effet, il faut bien se rendre compte que lorsque les tables de mobilité apparaissent et sont utilisées de façon généralisée pour mesurer la mobilité sociale, on est dans un contexte qui est encore très patriarcal plus qu'aujourd'hui. Certes, on est encore aujourd'hui dans une société patriarcale avec des inégalités femmes-hommes qui restent fortes, mais moins quand même qu'auparavant. Pas dans ce contexte, auparavant, on avait plutôt les femmes qui soit n'avaient pas d'emploi, qui étaient du coup inactives et restaient à la maison pour s'occuper des enfants et des tâches domestiques, soit si elles avaient un emploi, c'était quand même beaucoup plus qu'aujourd'hui uniquement une fonction de complément de revenus par rapport au revenu du père qui était quand même la principale source de revenus. Et donc on prenait la position sociale du père, la profession du père, pour mesurer la position sociale de l'ensemble de la famille, puisque c'était lui qui de toute façon était le principal travailleur et la principale source de revenus de la famille. Donc ça fait sens, mais aujourd'hui où non seulement vous avez des configurations familiales beaucoup plus diverses, on est clairement loin du modèle enfin en tout cas, même si le modèle de la famille nucléaire reste dominant, donc avec deux parents hétérosexuels avec leurs enfants, on a beaucoup plus de modèles familiaux aujourd'hui. Et surtout, les femmes aujourd'hui sont bien mieux intégrées sur le marché du travail et ont des carrières qui sont indépendantes finalement de celles de leur conjoint et dont le but n'est pas uniquement de compléter les revenus du père, même si ce genre de situation peut encore se retrouver. Donc là, on peut légitimement se demander, est-ce qu'il vaut mieux comparer la situation des enfants à celle de leur père ou à celle de leur mère? C'est un problème notamment qui se pose pour les femmes, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Par rapport à ce problème, il faut quand même aujourd'hui dire que l'INSEE a construit des catégories PCS ménages, donc des catégories des professions et catégories socio-professionnelles des ménages, pour justement se dire comment est-ce qu'on prend en compte l'hétérogamie pour déterminer la position sociale de l'ensemble de la famille, de l'ensemble du ménage. Donc ça permet justement de résoudre ce problème, mais ce sont des catégories qui sont récentes et il faut voir comment est-ce qu'on peut appliquer ça par rapport aux anciennes données. Ensuite, vous avez un certain nombre de problèmes qui sont liés à l'utilisation justement de la typologie des professions et catégories socio-professionnelles. Le fait qu'on utilise donc ces catégories pour mesurer la mobilité sociale dans les tables de mobilité. Le premier problème, c'est le fait que ça devient donc impossible de réaliser des comparaisons internationales si on n'a pas la même liste de catégories. Donc vous avez en l'occurrence des listes qui sont faites au niveau européen. Donc là, ça permet éventuellement de faire des comparaisons, même si elles ne sont pas toujours bien reprises au niveau national. Et à nouveau, ça résout éventuellement le problème au niveau européen. Mais si on veut comparer par rapport aux États-Unis ou par rapport à d'autres pays ailleurs dans le monde, là, à nouveau, ça devient impossible de faire ces comparaisons internationales, ce qui est forcément un gros problème. Autre problème, la difficulté à prendre en compte l'hétérogénéité des catégories socio-professionnelles. En gros, il y a certaines trajectoires qui peuvent apparaître comme de la mobilité sociale pour les personnes qui les vivent,
pour le sens commun de façon générale, mais qui ne vont pas être mesurées comme de la mobilité sociale au regard des tables de mobilité, parce qu'on va rester en fait dans la même catégorie. En gros, pour prendre un exemple très clair, supposons que vos deux parents soient enseignants au collège et que vous deveniez magistrat. Vous pouvez voir ça comme une mobilité sociale ascendante, mais en réalité, vos parents sont rangés dans la catégorie cadre et profession intellectuelle supérieure, vous aussi, et donc, dans une table de mobilité, ça apparaîtra comme de la reproduction sociale. Et ça, c'est surtout un problème qui se pose quand, à travers le temps, justement entre la génération des parents et si on regarde avec d'autres tables de mobilité, des générations encore plus anciennes et les générations actuelles, la typologie des catégories socio-professionnelles, surtout les positions sociales associées à chaque profession ont changé. Peut-être que être enseignant dans le secondaire, à un moment, c'était quelque chose de très prestigieux et c'était valorisé de faire ça. Ça pouvait clairement être une forme d'ascension sociale pour des familles des classes populaires qui étaient finalement pouvaient être assez similaires au fait de devenir avocat, médecin, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas, et donc on peut se poser la question de est-ce que vraiment ranger du coup, dans la même catégorie les enseignants du secondaire les, euh, et les avocats, les médecins, etc. C'est vraiment judicieux? Est-ce que ça masque pas certaines situations de mobilité sociale? Et là, on met le doigt sur un problème qui est plus général, sur le fait que quand vous mesurez la mobilité sociale avec les tables de mobilité, donc avec les catégories socio-professionnelles, selon la façon dont vous définissez justement les catégories socio-professionnelles, lesquelles vous regroupez ensemble, lesquelles vous séparez, il y a des situations qui peuvent apparaître dans certains cas comme de la mobilité sociale et dans d'autres comme de la reproduction sociale. Et forcément, ça va modifier vos chiffres de façon générale. Donc là, par exemple, vous avez la typologie des professions et catégories socio-professionnelles avec les différents types de mobilité sociale qui y sont associés. Ce que j'ai présenté dans la première vidéo, donc mobilité verticale, mobilité horizontale entre ouvriers, ouvrières et employés, et mobilité de statut entre les indépendants, indépendantes et les salariés. Maintenant, supposons qu'au lieu de distinguer ouvriers, ouvrières et employés, comme c'est le cas ici, vous mettez d'un côté les ouvriers, ouvrières et employés qualifiés et de l'autre les ouvriers et ouvrières employés non qualifiés. Vous n'allez plus avoir de mobilité horizontale entre les deux et vous allez avoir plus de mobilité verticale, qu'elle soit ascendante ou descendante. Donc supposons que quelqu'un qui passe, ou plutôt dont les parents étaient ouvriers non qualifiés et qui devient aujourd'hui employé qualifié, dans cette typologie, on est sur de la mobilité horizontale. Vos parents étaient ouvriers et vous êtes employé. Mais dans cette typologie-là, on est sur une mobilité verticale ascendante parce que vos parents étaient ici et vous êtes là. Donc, vous avez monté. Et on peut encore compliquer les choses, on peut présenter les choses différemment parce qu'on peut aussi essayer de faire disparaître la mobilité de statut et dire, bon, dans l'ensemble, selon en tout cas la taille des exploitations agricoles, les agriculteurs et agricultrices sont plutôt au niveau des ouvriers, ouvrières et employés non qualifiés, et les artisans, artisanes et commerçants, commerçantes, chefs d'entreprise sont plutôt au niveau des ouvriers, ouvrières et employés qualifiés. À nouveau, ça va dépendre en fait de la taille des entreprises. Donc si vous faites ça, vous n'avez plus de mobilité de statut et quelqu'un dont les parents étaient agriculteurs qui devient employé qualifié, auparavant c'était justement considéré comme de la mobilité de statut, donc de la mobilité non verticale. Même d'ailleurs si cette personne, donc les parents étaient agriculteurs, agricultrices, cette personne devient cadre, c'était quand même de la mobilité de statut. Aujourd'hui, ça va être de la mobilité verticale, et en l'occurrence de l'ascension sociale. Enfin, aujourd'hui, dans le cadre de cette typologie. Donc vous voyez bien que selon la façon dont vous définissez les catégories socio-professionnelles, vous n'allez non seulement pas avoir le même nombre de pourcentage de personnes en mobilité sociale, mais aussi vous n'allez pas avoir les mêmes pourcentages sur la mobilité ascendante, la mobilité descendante, etc. Une autre question qui est liée à ce problème, c'est combien de catégories est-ce qu'on doit distinguer en dehors de comment est-ce qu'on les classe entre elles. Plus vous avez de catégories, bon le problème c'est évident déjà que ça va être quand même plus difficile à lire, mais plus vous allez avoir une mesure de la mobilité sociale qui est grande.
Donc ça va un peu artificiellement gonfler la mobilité sociale parce qu'il y a des choses qui étaient considérées comme de la reproduction sociale qui vont maintenant être considérées comme de la mobilité sociale. Parce qu'il y a des choses qui étaient regroupées ensemble auparavant dans la même catégorie et maintenant ces catégories sont séparées. Le problème, c'est que utiliser un nombre restreint de catégories empêche de voir les trajets courts qui sont justement au sein de la même catégorie. Donc, exemple, quelqu'un dont les parents étaient enseignants au collège qui devient avocat, avocate, médecin, etc. Et ces trajets courts sont en fait plus fréquents. Donc, c'est un peu, là, il faut jouer entre les échelles au niveau des sociologues et statisticiens et statisticiennes, de se dire, je peux avoir des chiffres qui sont assez généraux avec un faible nombre de catégories et je peux aussi entrer dans le détail et distinguer plus de catégories pour voir plus de trajets de mobilité sociale. En tout cas, il est clair que avoir une mesure de la mobilité sociale qui change en fonction de un peu l'indicateur qu'on utilise, ça pose problème puisque ça empêche de se dire quel est le chiffre vrai officiel, le vrai chiffre objectif de la mobilité sociale. Parce qu'en fait, ça va dépendre de comment est-ce que vous distinguez vos catégories socio-professionnelles et comment est-ce que vous les classez entre elles. Donc ça, forcément, c'est un problème. Ces problèmes que l'on rencontre, ces limites des tables de mobilité pour mesurer la mobilité sociale peuvent expliquer qu'il y ait un décalage entre la mobilité sociale qui est mesurée avec ces tables de mobilité et celle qui est ressentie quand on interroge des individus, qu'on leur demande est-ce que vous vous sentez plutôt en situation de reproduction sociale, d'ascension sociale ou de déclassement. On voit que, par exemple, certes, vous avez déjà seulement 53,3% des personnes qui sont mesurées dans une situation de déclassement qui se sentent en situation de déclassement, mais là où ça peut paraître plus choquant, c'est que parmi les personnes qui sont mesurées dans une situation d'ascension sociale, vous en avez quand même 8,5%, donc c'est quand même pas négligeable, on est presque à un dixième, qui en fait se sent subjectivement dans une situation de déclassement. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est de noter que même parmi les personnes en reproduction sociale, et c'est surtout le cas en fait parmi les cadres, donc parmi les personnes dont les parents étaient considérés comme cadres et qui sont aujourd'hui elles aussi considérées comme cadres, reproduction sociale mesurée, en fait, vous avez quand même à peu près un tiers de ces personnes qui, en réalité, se sont en situation de déclassement. Donc, à nouveau, ça peut faire référence à des situations comme celles que j'ai mentionnées précédemment, où il y a des changements à l'intérieur des catégories qui ne sont pas mesurés, mais que les individus ressentent comme du déclassement. Et chiffre qui est intéressant, qu'on ne peut pas voir à partir du tableau, hein, ça faites attention à la façon dont ce que vous pouvez faire avec les chiffres ou pas, mais 56,7%, donc plus de la moitié des personnes qui se sentent en déclassement ne sont pas considérées, classées comme telles dans les tables de mobilité. Donc là, forcément, c'est assez choquant de voir ce décalage entre ce que ressentent les individus et ce que les tables de mobilité mesurent. Donc là, on vient de voir tous les problèmes qu'il y a quand on utilise des tables de mobilité pour mesurer la mobilité sociale. Il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, il existe une autre façon de mesurer la mobilité sociale qui permet de dépasser un certain nombre de ces limites. C'est les indicateurs d'élasticité des revenus à ceux de leurs parents et de façon générale les indicateurs qui comparent les revenus des enfants à ceux de leurs parents ou de façon plus précise la position des enfants dans l'échelle des revenus à la position des parents dans l'échelle des revenus. Donc, évidemment, si on prend en compte les revenus tels quels en euros, ça ne va pas être très fiable parce qu'en fait, gagner 1500 euros aujourd'hui, donc être un petit peu au-dessus du SMIC, et gagner 1500 euros il y a 30 ans, où en l'occurrence on n'avait pas encore des euros, mais bon, ça on peut faire la conversion, ça ne signifie pas la même chose. Donc pour éviter ces problèmes liés à l'inflation, au changement des salaires, on va plutôt regarder est-ce que vous êtes parmi les 10% les plus pauvres, les 10% les plus riches, quelque part entre les deux, et où étaient vos parents aussi dans cette échelle. Et se dire, soit vos parents étaient par exemple dans les 10% les plus pauvres et vous êtes aussi dans les 10% les plus pauvres, donc ça c'est une situation de reproduction sociale, ou au contraire, vos parents étaient donc parmi les 10% les plus pauvres, mais vous êtes parmi les 10% les plus riches. Ça serait énorme comme mobilité sociale, mais peut-être par exemple sur les 10% entre les 20% les plus pauvres
et les 70% les plus riches. Donc là, il y aurait déjà, vous n'êtes plus dans la catégorie des 10% les plus pauvres, vous êtes un peu plus haut dans l'échelle des revenus, donc là, il y aurait une forme d'ascension sociale. Et cette façon de mesurer la mobilité sociale, comme je l'ai dit, ça permet de dépasser un certain nombre de limites qu'on vient de voir avec l'étape de mobilité. Notamment, on peut facilement faire des comparaisons internationales parce que on a un critère qui est le revenu, qui ne dépend plus donc des instituts de statistiques nationaux, mais qui est facilement mesuré de la même façon, surtout voilà avec les déciles, dans tous les pays. On n'a plus non plus tous les problèmes qui sont liés à comment est-ce qu'on définit les catégories socio-professionnelles, parce que là, on a des déciles, c'est mathématique, c'est classé comme ça, et ça, il n'y a qu'une seule façon de faire le classement en fait. Donc aujourd'hui, c'est un indicateur de la mobilité sociale, notamment dans le cadre des comparaisons internationales, qui s'est développé, qui s'est généralisé. Alors là, ce tableau, de même que celui-là, c'est pas tout à fait ça, puisque vous voyez qu'en fait, sur l'origine sociale, on reste sur les catégories socio-professionnelles, en distinguant ici par exemple les enfants de cadres, les enfants d'employés et les enfants d'ouvriers non qualifiés. Et ensuite voir dans quel décile de revenus on est. Donc par exemple, vous avez presque 20% des enfants d'ouvriers non qualifiés qui sont dans le décile le plus bas, c'est-à-dire qui sont parmi les 10% les plus pauvres, alors que vous avez environ 5% des enfants de cadre, donc parmi l'ensemble des enfants de cadre, 5% font partie des 10% les plus pauvres. Donc là, on voit bien qu'il y a des situations, il y a des facilités dans la mobilité sociale, qu'il y a des inégalités dans le destin des individus selon leur origine sociale. Mais ça, c'est pas tout à fait quand même ce dont je parlais, parce que là, il faudrait plutôt, à la place des enfants de cadre, dire enfants des 10% les plus riches, et là, enfants des 10% les plus pauvres. Donc là, je viens un peu de passer un moment à démonter l'étape de mobilité, à dire tous les problèmes qu'il y a avec l'étape de mobilité, pourquoi est-ce qu'elle ne mesure pas bien la mobilité sociale. Donc la question que vous pouvez légitimement me poser, c'est, mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on continue d'utiliser l'étape de mobilité pour mesurer la mobilité sociale? Et de fait, le programme nous dit qu'il faut présenter aussi l'intérêt d'étapes de mobilité. Donc, bon, alors déjà, il faut être honnête, il y a une question d'habitude. On a jusque-là mesuré la mobilité sociale comme ça, et si on veut aussi faire des comparaisons dans le même pays à travers le temps, il faut mieux du coup le faire avec le même indicateur, et donc on continue de le faire avec l'étape de mobilité. Parce que même s'il y a des changements dans les catégories socio-professionnelles, ça, on peut recoder les chiffres pour que tout soit cohérent, mais si on change complètement, si on passe de mesurer la mobilité sociale avec une table de mobilité à mesurer la mobilité sociale avec les revenus, là par contre, on ne pourra pas vraiment faire de comparaison entre les chiffres des deux côtés et ce sera, du coup, ça pose un certain nombre de problèmes. Il y a déjà cette raison-là, mais il faut aussi dire que, en fait, quand vous mesurez la mobilité sociale avec les revenus, vous avez quelque chose qui est unidimensionnel. Soit on monte, soit on descend, soit on reste dans la même catégorie, mais c'est tout ce qu'on peut faire. On peut avoir que de la mobilité verticale. Alors que l'avantage des tables de mobilité, c'est qu'elles représentent une vision plus complexe et donc aussi plus complète de la société et des mobilités sociales, qui permet de prendre en compte différents facteurs et de montrer que toute la mobilité n'est pas que verticale, qu'il y a aussi de la mobilité horizontale, mobilité de statut, etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de laisser des petits pouces bleus, des petits thumbs up pour indiquer que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et moi, je vous souhaite une bonne journée.